Voilà, bonjour à tous. Donc cette séance d'aujourd'hui, c'est une séance plus méthodologique donc sur ce qu'on a vu en cours, hein, sur le calcul de taux, les calculs d'actualisation, le calcul de Laval, Terry, l'évaluation des actifs par la méthode actuarielle. Donc on va se focaliser là aujourd'hui sur les aspects un peu méthodologiques et je vais essayer de vous aider à mieux résoudre les problèmes. Hein, souvent les étudiants comprennent le cours, mais dès lors qu'il s'agit de résoudre les exercices, eh bien, ils font face à un certain nombre de difficultés. Je vais essayer de répondre à ces quelques difficultés avec vous. Alors, je rappelle les quelques règles. Au fond, les principes sont extrêmement simples. Seuls les flux exprimés à une même date peuvent être comparés, combinés. C'est vraiment la règle principale et c'est ce qui va nous servir pour tout le cours. Alors, pour pouvoir justement comparer les flux entre eux lorsqu'ils sont enregistrés à des dates différentes, il faut soit les transposer dans le futur, on parle dans ce cas-là de capitalisation, soit alors il faut les transposer dans le passé et on parlera de l'actualisation. Ce sont vraiment des règles très simples à appliquer et tout le reste, bien finalement, ce n'est que l'application de ces quelques règles de base. Alors, malgré tout, même si les règles sont simples, certains étudiants éprouvent des difficultés dans la résolution. Donc, eh bien, ce qu'il faut, c'est bien distinguer les étapes de résolution du problème. Et ces étapes sont toujours les mêmes. Alors, la première étape, c'est d'abord réussir à formaliser l'énoncé. Qu'est-ce que ça veut dire formaliser l'énoncé? Ça signifie que quand vous lisez l'énoncé, vous devez être capable de traduire cet énoncé sous forme d'hypothèse, sous forme mathématique. D'accord? La deuxième étape consiste à poser le problème. Finalement, qu'est-ce qui nous est demandé? Et puis, d'un point de vue mathématique, il faut pouvoir exprimer le problème sous la forme d'une ou de plusieurs équations. C'est certainement l'étape la plus difficile. Hein. Poser le problème qui vous est demandé sous forme d'équation. Ensuite, une fois que le problème est posé, il n'y a plus qu'à le résoudre analytiquement. Et la résolution, elle se fait via le calcul algébrique pour essayer de déterminer l'inconnu. Enfin, on passe à l'application numérique. Donc là, vous prenez votre calculatrice, un tableur, et vous apportez la solution numérique donc, à la question qui vous est posée. Enfin, la dernière étape, c'est bien sûr l'interprétation des résultats, l'interprétation économique et financière, sans oublier aussi de vérifier un peu que le résultat qu'on a trouvé, il est proche des bons ordres de grandeur. Donc voici les différentes étapes dans la résolution d'un problème. Ce sont toujours ces mêmes étapes qu'il faut absolument appliquer à chaque fois. Et puis ces différentes étapes réclament des compétences qui ne sont pas forcément les mêmes. Hein, dans la formalisation de l'énoncé, ce qui compte essentiellement, c'est de maîtriser les principes de base de la finance, en l'occurrence les principes d'actualisation et de capitalisation. Ensuite, pour poser le problème, je vous disais, c'est l'étape peut-être la plus difficile, ça demande de faire preuve d'un peu de logique. Hein, c'est certainement, je le répète, l'étape la plus complexe. Cette étape, c'est juste une étape de résolution algébrique, c'est une étape qui est purement mathématique. Enfin, pour le calcul proprement dit, ça demande de la rigueur et du soin. Certains étudiants réussissent bien les trois premières étapes, qui sont les étapes les plus difficiles, et finalement ont du mal avec la dernière étape. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aller trop vite, peut-être un peu d'excès de confiance. Donc faites attention, toutes ces étapes sont importantes. Voilà, donc on va surtout insister sur les premières étapes, comment on pose le problème et comment on résout ensuite algébriquement dans le cas des calculs actuariels. Donc, première chose, bien poser le problème. Alors, qu'est-ce que ça signifie, bien poser le problème? Eh bien, la première question qu'il faut se poser, c'est quel type de flux est-ce qu'on a un flux unique ou une séquence de flux? Première question. Ensuite, si on a une séquence de flux, quelle est la nature de cette séquence de flux? Est-ce que c'est une séquence de flux quelconque, avec des flux qui varient à chaque période, ou est-ce que la séquence de flux, elle est régulière? C'est très important parce que lorsque la séquence de flux est régulière, ça simplifie considérablement les calculs, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Souvent, on fait l'hypothèse que la séquence de flux est régulière. Et puis, si elle est régulière, la question suivante, c'est de se demander si il s'agit d'une annuité ou d'une rente perpétuelle. Je vous rappelle que l'annuité a un nombre de termes fini, alors que la rente perpétuelle a un nombre de termes infini. Et dans les deux cas,
dans les deux cas, la dernière question, pour bien déterminer le type de flux, eh bien, c'est de se demander si l'annuité ou la rente perpétuelle est constante ou croissante. Voilà donc les différentes cas de figure. D'abord, je le précise, eh bien, examiner dans quel cadre on se situe, quel type de flux. Et je vous recommande toujours de dessiner le diagramme des flux pour bien visualiser tous ces flux. Voilà. Ensuite, quand on a fait cela, la question qui se pose, c'est au fait, quel taux d'intérêt on a dans l'énoncé. Est-ce qu'il s'agit de taux simples? Est-ce qu'il s'agit de taux composés? Est-ce qu'il s'agit de taux précomptés, de taux post-comptés? Est-ce qu'on a un taux proportionnel? Est-ce qu'on a un taux effectif? Est-ce que les taux sont exprimés en base annuelle, ce qui est normalement la norme? Ou est-ce qu'ils sont exprimés à une autre fréquence, mensuelle, trimestrielle? Voilà. Il faut bien être vigilant, ne pas manquer cette étape qui consiste à bien déterminer la nature du taux. Et enfin, dernière question, au fond, qu'est-ce qu'on nous demande? Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche à déterminer la valeur actuelle de notre flux ou de notre séquence de flux? Est-ce qu'on cherche à déterminer la valeur future? Est-ce qu'on veut connaître la rentabilité, autrement dit le taux? Est-ce qu'on veut connaître le flux? Est-ce qu'on veut connaître l'échéance? Voilà les différentes questions qui vous sont posées dans ces exercices de finance. Alors attention, ici j'exprime les choses de manière très très générale. Dans le cours, on a vu différents cas d'application. On a vu les emprunts bancaires, les investissements, on a vu l'évaluation des obligations à taux fixe, l'évaluation des actions. Eh bien, la méthode est la même pour ces différents actifs, qu'il s'agit d'actifs immobiliers ou d'actifs financiers, ça ne change rien. La méthode est rigoureusement la même, mais ce qui va changer, c'est le type de flux. Ce qui va changer aussi sont les notations. Ce qui change, c'est le vocabulaire. Donc attention de bien avoir conscience de ces changements et ça ne doit pas vous induire en erreur. Je le répète, la méthode est toujours la même. Les règles sont extrêmement simples. Alors, pour être complet, dans le cas d'un emprunt bancaire par exemple, les différents flux, on va avoir des intérêts à payer et puis un remboursement du capital et éventuellement des frais. Dans le cas des investissements, lorsque vous avez des projets, vous êtes directeur d'une entreprise par exemple, vous venez de fonder votre start-up, quels sont les différents bénéfices à venir, quels sont les coûts que vous aurez à supporter. Tous nos flux, on va les exprimer sous forme de flux net de trésorerie. Dans le cas d'un investissement immobilier par exemple, les flux seront des loyers et éventuellement le prix de revente de votre appartement plus tard, ainsi que les frais que vous aurez à supporter pour l'entretien de votre bien immobilier. Vous voyez, à chaque fois les flux sont de nature un petit peu différente, mais pour nous c'est toujours le même problème et la résolution se fait toujours de la même manière. Autre exemple, lorsqu'on a une obligation, eh bien les flux, on va les appeler des coupons. On a également des primes d'émission, des primes de remboursement. On a vu ça en cours, il y a quelques vidéos qui peuvent vous aider sur cette question. Enfin, dans le cas des actions, les flux seront les dividendes et le prix de revente. Encore une fois, tous ces flux portent des noms différents, on les note différemment, mais les principes sont les mêmes. Alors, les questions aussi vont être les mêmes. Quand on détermine la valeur actuelle d'un emprunt bancaire, au fond, qu'est-ce qu'on réalise? Eh bien, on calcule le montant emprunté. Lorsqu'il s'agit d'un projet d'investissement, la valeur actuelle, ça va être la vanne en particulier, la valeur actuelle nette. Et puis, lorsqu'on a un actif financier, eh bien, la vanne, c'est ce qui détermine son prix. Donc, attention, encore une fois, toujours la même méthode, mais un vocabulaire qui change. On va vous demander éventuellement de déterminer une vanne, déterminer un montant emprunté, déterminer le prix. Au fond, tout ça, ça revient au même. C'est la même question dans des contextes différents. Pareil pour la rentabilité. Quand on vous demande de déterminer le taux qui correspond à une certaine séquence de flux, la rentabilité, le taux de rentabilité qui correspond à une certaine séquence de flux, eh bien, dans le cas de projet d'investissement, on appelle ça le TRI. Dans le cas d'un emprunt bancaire, au fond, ça correspond à la notion qu'on a vue en cours, la notion de TAEG. Pour une action, on va plutôt parler du coût du capital.
pour une obligation, on va parler du taux de rentabilité à l'échéance. Toutes ces notions sont identiques. Le vocabulaire est différent, mais ça renvoie à une notion qui est identique dans tous les cas et à un calcul qui est le même. Donc il faut bien faire attention lorsque vous formalisez les problèmes justement aux questions de vocabulaire, hein, sur ce point sur lequel je voulais insister. Maintenant, sur l'étape de résolution. Alors, on va reprendre le schéma que je vous proposais tout à l'heure. Donc, on va considérer des taux en base annuelle. Vous savez qu'au préalable, on doit déterminer le taux effectif. Donc, cette question du taux, je ne la considère pas ici. Et je vais me faire un petit peu de place. Voilà. Je vais m'intéresser au type de flux et au calcul donc de la valeur actuelle, de la valeur future, du taux et de l'échéance. En revanche, le calcul des flux intermédiaires, je le laisse de côté pour le moment. Ok? Donc on va voir dans chaque cas comment on calcule ces valeurs actuelles, ces valeurs futures, ce taux et cette échéance. Alors d'abord, dans le cas d'un flux unique. Ok? Alors, dans le cas d'un flux unique, la valeur actuelle, vous la mesurez très simplement. Je commence très simple, là, et ça va se compliquer un peu par la suite. La valeur future, vous savez aussi la calculer, c'est le flux fois 1 plus le taux, puissance n, n étant le nombre de périodes. Et puis, dans le cas où on n'a qu'un seul flux, la rentabilité, elle se calcule très simplement. La rentabilité, c'est valeur finale sur valeur initiale, ça c'est la rentabilité sur toutes les périodes. Et si vous avez n périodes, la rentabilité exprimée en base annuelle, vous prenez la puissance 1 sur n moins 1. Donc, j'insiste ici, lorsque vous avez un flux unique, il est possible d'avoir une solution algébrique pour la rentabilité. J'insiste pourquoi? Parce qu'on verra que lorsqu'on a des séquences de flux quelconques, ce n'est plus possible d'obtenir des formules algébriques. Enfin, dernier point, lorsqu'on s'intéresse aux durées. Alors, quand on s'intéresse aux durées, là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, je reprends la formule de ma rentabilité. Donc, si j'exprime le rapport entre la valeur finale et la valeur initiale, ça, c'est 1 plus R puissance n. C'est mon coefficient multiplicateur, si vous voulez. Je peux résoudre cette équation pour obtenir donc la valeur de petit n. Puisque n est en puissance, pour résoudre, je dois linéariser. Et je vais utiliser donc les propriétés du log. Vous connaissez les propriétés du log, je la rappelle très rapidement. Si a égale b, alors log de a égale log de b. Et donc ça, c'est la première propriété. La deuxième propriété qui va nous être utile ici, c'est que log de a puissance n, c'est n log de a. Donc ces deux propriétés, je les utilise ici pour déterminer n. D'accord? Voilà. Donc lorsque vous avez un flux unique, on peut toujours résoudre de manière algébrique au problème. On peut déterminer la valeur actuelle, la valeur future, la rentabilité, l'échéance sans problème. Donc posez bien le problème et ensuite vous résolvez comme je l'ai fait ici dans le cas de l'échéance. Ok? Alors maintenant, on revient au cas qui est plus compliqué, mais beaucoup plus général, où on a une séquence de flux. Alors, quand vous avez une séquence de flux, on a les mêmes questions. Alors là, les flux intermédiaires vont jouer. Tout à l'heure, on n'a pas pris les flux intermédiaires, parce que quand on n'a qu'un seul flux, par définition, il n'y a pas de flux intermédiaire. Là, on peut s'intéresser aux flux intermédiaires, donc je le rajoute ici. On va commencer par s'intéresser aux séquences de flux quelconques. Alors, une séquence de flux quelconque, à quoi ça ressemble? Ici, je vous représente le diagramme, très simple. Je vous invite, je vous conseille de réaliser ce diagramme à chaque fois. Alors là, je le fais de manière très générale. Vous avez donc des dates et puis des flux. Et lorsque vous avez une séquence de flux quelconque, ces flux, ils sont différents à chaque période. En revanche, lorsque on passe à des séquences de flux régulières, et je vais commencer par la plus simple, la nuitée constante, le diagramme, il s'écrit ainsi: on a des flux qui vont être constants. Lorsqu'on a une annuité constante, les périodes sont toujours les mêmes, la fréquence est identique à chaque fois, et les flux sont constants. Et le nombre de périodes est limité. Okay?
Lorsque vous avez une annuité croissante, eh bien, vous avez un flux F la première année qui va croître à taux constant. Ici, il croît au taux G sur un nombre de périodes qui est égal à N-1. Et on retrouve des graphiques assez similaires lorsqu'on a des rentes perpétuelles. On a des flux qui sont soit constants, comme ici, mais avec un nombre infini de périodes, soit des flux croissants, comme ici, une rente perpétuelle croissante, c'est-à-dire que le flux croît à taux constant au taux G. Donc voici les différents cas de figure qu'on peut avoir, je le répète, soit une séquence de flux quelconque, soit des séquences de flux régulières sous forme d'annuité ou sous forme de rente constante ou croissante. Eh bien, dans chaque cas de figure, on peut calculer la valeur actuelle, la valeur future, la rentabilité et l'échéance. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est comment on résout dans ces différents cas de figure. Ok? Alors, c'est parti. Alors, que cherche-t-on? Je vous disais, on cherche toujours l'une de ces inconnues. Alors, pour la valeur actuelle, c'est relativement simple. La valeur actuelle d'une séquence de flux, c'est la somme des valeurs actuelles. Donc, le calcul que l'on a fait dans le cas d'un flux unique tout à l'heure, on le répète. On le répète autant de fois que l'on a de flux. Vous avez ici l'expression sous forme un peu synthétique. Et lorsqu'on a une séquence de flux, pour calculer la valeur future, on va, le plus simple, c'est d'abord d'actualiser cette séquence de flux, d'obtenir la valeur actuelle. Et puis cette valeur actuelle qui est donc enregistrée à la date 0, on peut la transposer de n périodes. Et donc pour calculer la valeur future, on transpose la valeur actuelle. Donc on calcule d'abord la valeur actuelle de chacun des flux, donc on transpose dans le passé chacun des flux. Et puis cette valeur actuelle, on la transpose ensuite dans le futur en le faisant en 2 étapes. C'est plus simple. Encore une fois, ici, c'est un résumé méthodologique. On a vu ces éléments-là en cours et vous avez d'autres vidéos avec des exercices d'application. Ici, je me place sur un plan purement méthodo. Alors, on va s'intéresser d'abord à la valeur actuelle. La valeur actuelle dans chacun des cas un peu particuliers où on a des séquences de flux régulières. Okay? Alors, lorsqu'on a une séquence de flux quelconque, vous avez la définition, je la réécris, je n'ai rien changé par rapport à tout à l'heure. Et lorsque vous avez donc une annuité constante, ça se représente sous cette forme. Donc vous avez un flux qui est constant, vous notez bien qu'il n'est pas indicé ici, puisqu'il est constant, il est le même à chaque période, avec un nombre de périodes égal à n. Eh bien, on a vu dans le cours que ici, on a la somme d'une suite géométrique, et puis mathématiquement, on sait résoudre ce type de problème. Voici la formule. C'est une formule qu'on a utilisée des dizaines de fois dans le cadre du cours. La formule, donc, des annuités constantes. Si on veut passer à des annuités croissantes, on a un schéma qui est relativement proche. On est toujours dans le cas des suites géométriques. Et on a montré que lorsqu'on avait donc une annuité croissante, la valeur actuelle s'exprimait ainsi. Donc vous voyez, le calcul est un peu plus compliqué que dans le cas de l'annuité constante. On retrouve le taux de croissance du flux, on retrouve l'annuité, on retrouve f également. Donc dans le cas de l'annuité croissante, il y a un paramètre en plus. Et dans le cas des rentes perpétuelles, le fait d'avoir un nombre de flux infini, de manière un peu paradoxale, je dirais, ça simplifie considérablement notre calcul. On a une infinité de termes, mais au fond, cela converge et ça simplifie considérablement les calculs. Dans le cas d'une rente perpétuelle constante, vous prenez l'unité constante et vous faites tendre n vers l'infini, et vous voyez que si vous faites tendre n vers l'infini, ce terme, la parenthèse, ça tend vers 1, donc vous avez un résultat très simple. La valeur actuelle d'une rente perpétuelle, c'est simplement f sur r. Et de la même manière, pour une rente perpétuelle croissante, vous pouvez prendre l'annuité croissante, faire tendre n vers l'infini. Vous aurez la grande parenthèse là, qui tend vers 1. Et donc le résultat suivant, pour une rente perpétuelle croissante, la valeur actuelle, c'est f sur r moins g. F étant le flux dans un an, r le taux d'actualisation et G le taux de croissance. Et donc ces formules qui sont très simples résultent encore une fois d'un seul et même principe,
c'est le principe de l'actualisation, mais ça va être un principe très puissant puisque ça va nous permettre d'évaluer des projets d'investissement, de déterminer le prix des obligations à taux fixe et même de déterminer la valeur fondamentale des actions. Alors, en tout cas, une valeur approchée de cette valeur fondamentale. Donc, ces modèles sont très puissants. Ici, je résume les quelques formules. Donc ça, c'est si on cherche à calculer donc, la valeur actuelle. La formule la plus importante, c'est donc cette formule de la valeur actuelle que j'ai écrite tout à l'heure pour l'annuité croissante. Pourquoi? Parce que si on veut l'annuité constante, c'est très simple. Hein, on remplace G par 0 et vous avez de fait l'annuité constante. Et si vous voulez une rente perpétuelle, constante ou croissante, eh bien vous faites tendre n vers l'infini. Donc voici, hein, je voulais juste insister sur cette formule-là. Donc je l'ai écrit tout à l'heure, mais c'est cette formule-là qui est donc la plus générale dans le cas d'une séquence de flux régulière. Ok? Donc ça, c'était pour la valeur actuelle. Si on s'intéresse à la valeur future maintenant, eh bien comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, pour calculer la valeur future d'une séquence de flux, le plus simple c'est d'abord d'actualiser chacun des flux, hein, donc de les transposer dans le passé, et puis lorsqu'on a cette valeur actuelle, eh bien on la transpose dans une deuxième, donc c'est une seconde étape, on la transpose dans le futur pour avoir la valeur future de notre séquence de flux. Donc dans le cas d'une annuité constante, je vais prendre uniquement cet exemple-là, dans le cas d'une annuité constante, eh bien vous avez la valeur actuelle fois 1 plus r puissance n. Vous pouvez simplifier et vous obtenez donc une nouvelle formule. Donc en apparence comme ça, il y a tout un tas de formules, hein, mais au fond c'est toujours le même principe et vous devez être capable de retrouver à chaque fois toutes ces formules. Hein. J'insiste bien sur le fait qu'il ne faut pas apprendre ces formules par cœur, hein, c'est pas du tout l'idée. L'idée c'est de comprendre le raisonnement de base qui est très simple et puis ensuite d'appliquer la résolution algébrique. Okay, souvent vous avez la mauvaise habitude d'essayer d'apprendre par cœur les formules. Encore une fois, c'est une très mauvaise habitude. Vous êtes plus intelligent que vous ne le croyez, hein, j'insiste. Hein, ayez confiance en vous. Essayez de comprendre plutôt que d'apprendre par cœur. Ok? Ok. Donc on a vu valeur actuelle, valeur future. Hein, c'est le cas le plus important. Je vais maintenant voir eh bien, comment on détermine la rentabilité, l'échéance, dans le cas particulier des annuités constantes, qui est le cas le plus courant. Okay, donc maintenant, je m'intéresse uniquement aux annuités constantes. Alors, la valeur actuelle, on l'a déterminée, je la réécris ici. La valeur future, on l'a fait également, je la réécris. Et pour calculer le taux, eh bien, là, on va avoir une difficulté. Hein, de manière générale, le calcul du taux, eh bien, il ne peut s'obtenir que par tâtonnement. Hein, de manière générale, on n'a pas de solution algébrique lorsqu'on veut déterminer la rentabilité. Hein. Si l'inconnu, pour le dire autrement, si l'inconnu c'est petit r, eh bien, on ne sait pas résoudre algébriquement, on n'a pas de méthode pour cela. Donc, on résout numériquement, c'est-à-dire par tâtonnement. On considère, on essaye de s'approcher le plus possible de la vraie valeur en utilisant donc soit un tableur, soit votre calculatrice, soit éventuellement aussi des fois en ayant des méthodes d'approximation linéaire comme on l'a vu hein, par application du théorème de Thalès. Je le mentionne parce qu'on a vu ça en cours. C'est donc pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc le calcul du taux, il peut être assez long. Hein. Lorsqu'on veut calculer un flux intermédiaire, vous réalisez un emprunt, le montant emprunté c'est P, P correspond à la valeur actuelle de votre séquence de flux, et vous essayez de déterminer eh bien, les mensualités. Eh bien, les mensualités, ça correspond à une annuité constante. Vous pouvez déterminer F, comme on l'a fait ici, uniquement par application de la formule de la valeur actuelle. La seule formule peut-être à apprendre, c'est celle-ci. Et à partir de la valeur actuelle, vous obtenez la valeur future et vous obtenez le flux F. Il suffit, c'est évident ici, de résoudre analytiquement pour obtenir F. Hein. Ici, j'ai noté P, le principal, ça correspond au prix dans le cas d'un actif financier, ça correspond au montant emprunté dans le cas d'un crédit bancaire. Mais j'aurais pu tout aussi bien écrire valeur actuelle ici, d'accord? Hein. Ces deux équations sont les mêmes. Hein. Il ne s'agit pas d'apprendre une nouvelle équation, mais de savoir comment on passe de celle-ci à celle-ci. Et puis pour déterminer l'échéance, là aussi il faut résoudre. Alors je repars de
de cette équation de la valeur actuelle, d'accord? Je l'ai réécrite ici, sous une forme un petit peu différente, hein, vous voyez. Hein, je vous conseille, si vous avez un petit peu de mal avec ces résolutions algébriques, je vais assez vite, hein, j'en ai bien conscience. Donc si vous avez un petit peu de mal, vous mettez pause et vous essayez bien de retrouver ces formules. Donc ici, je vous donne quelques étapes. On est parti du calcul de la valeur actuelle. Et si on résout en utilisant le logarithme, ensuite, eh bien, on va résoudre et on va obtenir la durée. D'accord? On l'a fait dans le cas d'un flux unique tout à l'heure. Je refais la même chose dans le cas d'une séquence de flux, en particulier dans le cas d'une annuité constante. Hein, je détermine n à partir donc de mon équation de base, d'accord, que je résous algébriquement ici. Ok? Je répète, c'est la troisième, quatrième, cinquième fois peut-être, mais c'est l'élément le plus important. Hein. Ce qu'il faut, c'est comprendre le principe et ensuite, vous devez être capable de faire cette résolution. Il ne s'agit pas du tout d'apprendre cette formule par cœur. Voilà, ici donc pour les annuités constantes, vous avez eh bien, le calcul de la valeur actuelle, de la valeur future, de la rentabilité, du flux, en l'occurrence le flux, F, et de l'échéance N. Donc voilà, je vous ai fait donc cette présentation uniquement dans le cas des annuités constantes, hein, mais on peut procéder de même pour les annuités croissantes, pour les rentes perpétuelles. Hein, on part de la formule de la valeur actuelle et à chaque fois, eh bien, je le répète, on part de cette formule et on résout algébriquement pour déterminer l'inconnu. Alors, conclusion de tout cela. Je reprends mon graphique de départ. Donc vous avez plusieurs questions successivement à vous poser. Hein. Vous devez vous demander dans quel cadre vous vous situez, quel type de flux, unique, ou alors une séquence de flux, et quelle est la nature de cette séquence de flux éventuellement. Et puis, quel est l'inconnu de mon problème, qu'est-ce que je cherche. D'accord? Et donc la résolution, c'est partir de la formule de la valeur actuelle, et ensuite de résoudre. 1. Quel type de flux? 2. Quel est l'inconnu? Qu'est-ce qu'on cherche? Et puis 3. La résolution algébrique. Ou alors parfois, notamment lorsqu'on cherche la rentabilité, eh bien, on ne peut résoudre que de manière numérique. 4. Le calcul proprement dit. Attention, ça demande de la rigueur, ça demande du soin, n'allez pas trop vite. Enfin 5. L'interprétation. Donc voilà ce que je vous disais déjà au début de cette vidéo. Hein. Prenez bien soin de respecter ces différentes étapes. Alors voilà, deux petites vidéos pour finir ensemble. Je laisse découvrir ces petites vidéos surprises. Voilà, alors vous vous demandez pourquoi ces vidéos, hein, qu'est-ce que ça vient faire dans un cours de finance? Eh bien, tout simplement, l'idée c'est que il faut s'exercer. Hein, quand vous voyez une joueuse jongler avec son ballon, ça lui demande de l'exercice, ça lui demande de la pratique. Et vous pouvez passer des heures à la regarder jouer, hein, vous ne améliorerez pas. Hein, si vous voulez progresser dans vos jongles, si vous voulez être un meilleur footballeur, une meilleure footballeuse, eh bien, il faut pratiquer. Ça ne suffit pas de regarder. Hein, de la même manière, hein, vous voyez ce musicien, vous pouvez regarder ce musicien des heures et des heures, c'est peut-être très agréable, mais ça ne vous fera en rien progresser. Si vous voulez progresser, il faut prendre un instrument et le faire vous-même. Eh bien c'est pareil en finance, il n'y a qu'une seule solution, s'exercer, vous devez vous exercer. C'est bien de regarder la vidéo, mais la seule façon de progresser, c'est bien de prendre une feuille, un crayon et d'essayer de résoudre les exercices. D'accord? Donc j'insiste vraiment sur ce point. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc cette vidéo, vous devez la regarder plutôt dans le cadre des révisions, hein, ça vient après le cours pour essayer de résumer un peu les aspects méthodologiques et vous aider à résoudre donc des problèmes de base en finance. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé.